Bien, bonjour à tous. Hop. Donc, je partage le deuxième cas, qu'on a fait avec le docteur Lenoir, le docteur Mouden et le docteur Petrovert. Donc, c'est un cas de rachis cervical. Donc, je vous présente le cas de cette patiente de 47 ans, sans antécédent particulier, secrétaire de direction, qui est gauchère et qui consulte pour une douleur cervicale qui irradie dans le membre supérieur droit. Le trajet de la douleur part donc du trapèze, passe par la face antérieure du bras et de l'avant-bras et va jusqu'au pouce. Ces douleurs sont assez récentes puisqu'elles évoluent depuis 3 semaines. Donc, on examine la patiente, on retrouve une raideur du rachis cervical, un examen avec un petit déficit du biceps droit à 4 sur 5 et une hypoesthésie du bord radial du pouce. Elle n'a pas de signes pyramidaux. Donc, le docteur Mouden va vous poser la première question. Alors, quel diagnostic peut-on évoquer? Alors, une rupture de la coiffe des rotateurs, réponse A. Une névralgie cervico-brachiale C7 droite, réponse B. Une névralgie cervico-brachiale C6 droite, réponse C. Un syndrome du canal carpien, réponse D. Ou bien E, un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Alors, je vous laisse répondre. Voilà, pas de piège. 88% répondent à la névralgie cervico-brachiale C6 avec ce trajet typique qui touche le pouce droit. Voilà, donc, le docteur Petrovert va nous parler de l'imagerie. C'est bon. Donc, en question 2, le patient vous soumettez son bilan d'imagerie en consultation et vous soumet donc ces deux images. Une image d'IRM sagittal T2 à gauche de votre écran et une coupe axiale. Et puis, une seconde image qui est cette coupe de scanner en fenêtre partie molle en coupe axiale au même niveau. Et on vous pose donc la question, désormais que vous avez cette imagerie, à quoi pensez-vous? A, à une incarthrose C5, C6 droite, 2, à une myélopathie cervicarthrosique, 3, à une hernie molle C5, C6 droite, ou D, une fracture articulaire postérieure C6, C7. Et donc vous avez très bien répondu, puisque la majorité d'entre vous, 80%, a répondu une hernie molle C5, C6 droite, qui est effectivement la réponse C, et c'est la réponse correcte. Donc, sur l'IRM, effectivement, à l'intérieur du canal, vous voyez une structure qui n'est pas osseuse. Cette formation qui vient prolaber dans le canal en arrière de C5, C6 est un peu latéralisée à droite sur les coupes axiales, que ce soit sur l'IRM ou le scanner. Donc, elle n'entre pas en conflit avec la moelle. Donc, ça ne peut pas être une myélopathie. Encore moins une myélopathie cervicarthrosique de la réponse B, puisqu'il n'y a pas d'arthrose. C'est un canal qui est assez jeune. Il n'y a pas tellement de phénomène arthrosique chez ce patient. Il y a uniquement en fait, un débord du disque. Et c'est vraiment une sortie d'un fragment hernière. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer donc l'IRM avec le scanner, puisque sur l'IRM, vous avez le diagnostic de hernie, et vous voulez savoir si en fait cette hernie elle est uniquement due à un débord du disque, ou s'il y a également un fragment osseux, ou plutôt un ostéophyte avec un bec osseux. Et donc le scanner va répondre mieux à cette question, parce que le scanner analyse surtout parfaitement bien les structures osseuses et les rapports entre l'os et le canal. Donc un bec osseux, un bec ostéophytique. Et ici, sur le scanner, on n'a absolument pas de débord osseux. Vous voyez que le foramen à droite est libre, comme à gauche, mais il est oblitéré par cette structure un peu moins dense que l'os, qui est du disque. Donc vous avez bien la réponse à la question, est-ce que c'est une hernie discale ou est-ce que c'est de l'incarthrose serrée qui mélange en général du disque et de l'os? Et ici, c'est uniquement une hernie molle. Et ici, sur cette diapositive, on vous montre l'inverse. Autrement dit, un patient qui aurait une incodiscarthrose, à gauche, vous voyez, vous avez véritablement un débord de l'os qui vient fermer ici à la fois la partie latérale du canal et l'entrée du foramen à gauche, parce que c'est un patient qui a une névralgie cervico-brachiale à gauche. Donc, autrement dit, ici, le traitement et le diagnostic est un peu différent, puisque le conflit est un conflit dur entre une structure osseuse et le nerf. C'est souvent des conflits plus chroniques. Et puis, sur cette magnifique coupe anatapate d'un patient qui a bien voulu se donner ce topo, eh bien, vous avez à gauche une image de sortie hernière de disque. Vous voyez que c'est vraiment le nucleus populosus qui sort, qui est éjecté à l'extérieur du disque, dans le canal, qui vient éventuellement appuyer un peu sur la moelle épinière, c'est le cas
ou latéraliser, enfin, rentrer en contact avec les racines latérales. Et puis sur l'image de droite, vous avez l'inverse. Ici, c'est vraiment les becs osseux de part et d'autre d'un plateau qui est très aminci. Vous avez quasiment plus de disques. C'est un patient très arthrosique. Donc, les deux plateaux se touchent. Vous avez le bec osseux et il vient là aussi entrer en contact avec la moelle et rétrécir le canal. Et au passage, vous noterez que c'est aussi rétréci de l'autre côté par la voie postérieure, parce que c'est vraiment un phénomène circonférentiel arthrosique qui touche tout le canal. Voilà. Merci David. Alors donc votre patient, vous le traitez avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antalgiques de palier 2, et malgré ça, les douleurs ne cessent pas. Donc la question est la suivante, quel traitement pouvez-vous envisager maintenant? Donc réponse A, une intervention chirurgicale. Réponse B, une corticothérapie associée à des antalgiques. Réponse C, de la kinésithérapie. Ou réponse D, une infiltration radioguidée. Donc, vous pouvez commencer à répondre, sachant que donc, j'ai bien mis quel traitement au pluriel. Donc, il y a peut-être plusieurs réponses qu'on peut donner. Donc, la majorité d'entre vous a répondu une infiltration radioguidée. En 2, la kiné. Pas beaucoup de chirurgie, pas beaucoup de corticoïdes. Donc, je rappelle, patiente qui a mal depuis 3 semaines, avec une clinique à peu près normale, un petit déficit à 4 sur 5, et un traitement, enfin des douleurs qui résistent à un traitement habituel d'AINS et d'antalgique palier 2. Donc, à mon sens, vous auriez pu répondre plusieurs choses. Ce qu'on élimine, a priori, c'est l'intervention chirurgicale. Je redis, les douleurs évoluent depuis 3 semaines. On a un traitement médical qui n'est pas maximal, donc on ne va pas se précipiter sur la chirurgie, d'autant plus que c'est une hernie molle, comme on l'a vu, et qui a de très bonnes chances de résorption spontanée de la hernie. C'est très fréquent, probablement 2/3, 3/4 des cas. Difficile à dire, mais en tout cas, c'est très fréquent. Donc, quand on a une hernie molle qui est là depuis 3 semaines, sans signe de gravité clinique, on ne se précipite pas vers la chirurgie. Et puis après, pour le reste, je pense que tous les traitements étaient possibles. On a eu des INS, donc on peut passer à des corticoïdes. Ça peut être efficace, corticoïdes antalgiques. La kinésithérapie peut tout à fait aider aussi. Un peu de massage, un peu de mobilisation douce. Parfois, c'est encore une fois discuté, mais des tractions cervicales. Mais en tout cas, ça peut aider les patients. Et puis, l'infiltration radioguidée, peut-être David, tu peux nous dire un peu ce qu'il en est, parce que ça a été… on n'en faisait plus, on en refait de nouveau peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, elle a sa place, mais peut-être alors pour la hernie molle, elle a sa place effectivement, mais dans la mesure où, comme tout geste, il faut toujours mettre la balance bénéfice-risque. Il y a un petit risque pour les infiltrations radioguidées cervicales qui est un peu plus élevé qu'au niveau lombaire où on les fait assez facilement. Et donc, je pense que l'on aurait retenu après l'échec de la corticothérapie ou après au moins quelques jours déjà de corticoïdes où on va pouvoir encore éliminer un certain pourcentage de patients chez qui ça va partir. Donc, ça vient voilà, en 3e position. Ok, très bien. Donc, on poursuit. Donc, malgré le traitement médical que vous venez de faire, à savoir peut-être des corticoïdes, kiné, peut-être encore une infiltration, la patiente souffre toujours. Désormais, la patiente a des douleurs qui évoluent depuis 6 mois. Alors, que pouvez-vous envisager? Donc, réponse A, une intervention chirurgicale. Réponse B, la poursuite du traitement médical. Réponse C, compléter le bilan par un électromyogramme. Ou réponse D, laisser la patiente souffrir. Donc, la majorité d'entre vous pense à une intervention chirurgicale, 70% quasiment, et 32% un EMG. Donc, l'EMG, on y reviendra à la fin. Donc, dans quel cas on prescrit un EMG? A priori, donc, nous, on partirait plutôt sur une intervention chirurgicale, douleur qui évolue depuis 6 mois, un traitement médical complet, une patiente qui est très gênée. Donc, la dernière solution à envisager, c'est l'intervention chirurgicale. Dans ces cas, la chirurgie proposée, c'est une chirurgie qui se fait par voie antérieure, d'accord, avec un patient en décubitus dorsal. On fait une incision horizontale, la plupart du temps, une petite cicatrice juste centrée sur le disque. Et donc, on fait une voie antérieure en passant en avant du muscle sternocléidomastoïdien, entre les vaisseaux, donc carotide et… Je vais peut-être vous enlever ça, parce que je ne sais pas si vous voyez. Entre la carotide et la jugulaire, et puis l'œsophage et la trachée d'autre part. C'est très facile comme voie d'abord. On prend 2 petits écarteurs et on arrive très rapidement sur la face antérieure du rachis.
On dissèque un peu. Alors, on ne fait pas comme ça quand on enlève juste un disque. Hein. Là, on a enlevé plusieurs disques. On arrive sur la face antérieure du rachis. Donc, on ouvre le ligament antérieur. On enlève quasiment tout le disque pour arriver jusqu'au ligament postérieur et retirer la hernie qui est transligamentaire. Elle a franchi la plupart du temps le ligament vertébral et vient comprimer la racine. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a un peu déstabilisé le rachis puisqu'on a ouvert le ligament antérieur, on a enlevé le disque, on a ouvert le ligament postérieur. Donc, on met du matériel à la place. Donc, une cage la plupart du temps qui va servir à faire une arthrodèse, à souder les vertèbres. Actuellement, ce qu'on utilise, c'est des cages verrouillées avec des vis, des ancres, enfin peu importe. On peut aussi discuter de mettre une prothèse discale. C'est un peu moins répandu, ça se fait. Probablement que pour un niveau, ça donne exactement le même résultat en tout cas. Peut-être que ça se discute quand il y a des chirurgies multiniveaux, mais ce n'est pas encore finalement très répandu ou dans la pratique courante. Ce n'est pas prouvé que ce soit mieux. Mais voilà, donc l'objectif, c'est surtout de soulager la patiente, retirer la hernie et mettre quelque chose à la place du disque qu'on vient de retirer. Donc, je laisse Noaman conclure avec justement la place de l'électromyogramme, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont répondu ça. Il va vous donner un peu les indications, quand est-ce qu'on l'utilise et à quoi ça sert. Dans ce cas clinique, dans ce cas précis, le tableau est évident, donc l'EMG n'a pas beaucoup d'intérêt. Il sera plutôt utile en cas de mauvaise concordance radioclinique, ce qui est quand même assez souvent le cas, il faut se l'avouer. Un trajet tronqué ou bien des douleurs qui sont diffuses, qui touchent plusieurs territoires, et une radio, enfin une IRM qui va montrer une compression peu sévère. Elle sera utile en cas d'atteinte radiologique étagée et utile en cas de pathologie intriquée. On est très souvent embêté par ces tendinopathie de l'épaule où on ne sait plus s'il y a un rapport avec une névralgie cervico-brachiale. Alors, il sera utile également de rechercher un diagnostic différentiel, un canal carpien ou bien une compression du nerf ulnaire. Je vais aussi rajouter qu'il faut penser aussi à l'aspect médico-légal. Comme il y a une très mauvaise concordance radioclinique, on est souvent ennuyé dans l'expertise pour déceler le vrai du faux d'une personne qui va avoir de grosses douleurs au niveau du membre supérieur suite à un accident de voiture, le fameux coup du lapin. Alors, l'EMG négatif est quand même un argument pour un petit peu relativiser les douleurs alléguées. Voilà. Voilà, donc c'est la fin du cas clinique 2. On va passer la parole au docteur Parado, je crois, pour le cas clinique 3.